C'est la première fois dans l'histoire de Creative Mornings Montréal qu'on a un professeur d'université qui va venir nous parler, mais c'est tout un professeur d'université. Sylvain a été guitariste du groupe punk Banlieue Rouge, donc hardcore, punk rock. Ça me rappelle des bonnes années de mon existence, heureusement ou malheureusement. Pour l'occasion, évidemment, je me suis fait un mohawk, n'est-ce pas? Et puis donc, Sylvain va nous parler, donc comme je vous le dis, va nous faire une genre d'historique, si vous voulez, de la rébellion, une analyse de ce concept-là. Ça va être très riche, donc préparez-vous, groundez-vous, vous allez apprendre des choses ce matin. Donc, sans plus tarder, mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Sylvain David. Merci Francis, merci à vous d'être ici. Donc, être contre, un titre qui est finalement plutôt flou, mais volontairement, que j'ai choisi par sa tournure à l'infinitif pour faire écho à Faire violence, le titre d'un petit livre que j'ai publié il y a quelques mois, dont je vous parlerai tout à l'heure. Mais un titre que je trouve néanmoins extrêmement significatif de par justement son imprécision. C'est être contre, c'est une locution, qui n'a pas de complément. Être contre quoi? Pourtant, on comprend très bien de quoi il s'agit. En même temps, c'est une locution qui n'a pas de sujet. Qui est contre? Pourquoi? On ne le sait pas davantage. Mais on comprend, une fois de plus, en gros, à quoi ça réfère. Pour moi, c'est symptomatique du fait que, justement, être rebelle, être contre, est rendu une sorte de posture qui va de soi et, finalement, qu'on comprend en tant que telle, même si elle n'a pas forcément de sujet ou d'objet, et que, finalement, c'est un acte qui s'impose. La formule qui résume peut-être le mieux tout ça, c'est comme l'a chanté fort poétiquement Rage Against the Machine, « Fuck you, I won't do what you tell me ». Mais bon, si justement on peut qualifier la posture du rebelle avec une expression aussi imprécise, c'est peut-être parce que, justement, l'idée même s'est galvaudée au fil des années. Si on regarde dans le dictionnaire, on se rend compte que le mot « rebelle », en fait, vient du latin « rebellis », qui veut dire « qui recommence la guerre ». On est donc dans un contexte géopolitique, un contexte de guerre, un contexte finalement où un vaincu va s'insurger à nouveau contre un pouvoir qui l'a asservi. C'est un contexte qu'on trouve encore aujourd'hui, si on ouvre les actualités. Par exemple, il est question de rebelles afghans, de rebelles irakiens, de rebelles centrafricains. Et de ce point de vue, le sens se maintient, même si, ironie du sort, finalement, ces gens qu'on qualifie de rebelles sont par ailleurs, selon nos critères, de purs réactionnaires. Mais ça, c'est une des premières ironies du sens. Cela dit, dès qu'on rentre rebelle dans Google, on arrive à toutes sortes de résultats plutôt très hétérogènes et souvent fantaisistes. Il est question de création rebelle, mais aussi de mode rebelle et même, par exemple, de cuisine rebelle. Donc, on se demande finalement ce que le mot rebelle peut encore vouloir dire aujourd'hui. En fait, c'est pas forcément une chose négative que le mot soit si ouvert. En fait, j'ai l'impression que son sens s'est progressivement enrichi de différents pôles de signification au fil des années. Outre donc cette première définition géopolitique dont je vous ai parlé, j'ai l'impression qu'une seconde strate de sens qui est venue se greffer sur la signification de rebelle, c'est la question des avant-gardes esthétiques. Dès le tournant du 18e siècle, vous avez une querelle des anciens et des modernes, où justement une nouvelle génération d'artistes ne veut plus simplement reproduire le modèle classique et donc refaire de l'art tel que c'était censé être fait depuis des temps immémoriaux, mais au contraire proposer quelque chose de neuf, et ça se double d'un choc des générations. Cette première querelle se redouble de manière encore plus importante au tournant du 19e siècle avec le romantisme, qui, là encore, impose une nouvelle manière de créer et qui balaie finalement à peu près toutes les formes classiques d'art qui existaient jusque-là.
Ça donne le modèle des avant-gardes esthétiques qui vont perdurer ensuite, les poètes maudits, le dadaïsme, le surréalisme et tous ses dérivés, du lettrisme au situationnisme. Dès lors, finalement, créer est devenu en soi un acte rebelle, alors qu'au départ, ça ne l'était pas forcément, c'était au contraire reproduire des modèles établis. Une autre strate, finalement, qui s'ajoute à cette dynamique des avant-gardes est l'invention, dans les années 1950, de l'adolescence. Vous me direz, l'adolescence a toujours existé, comment est-ce qu'on l'a inventée? C'est qu'en fait, dans les années 50, les adolescents sont pris pour un segment autonome de la population, peut-être à cause de l'effet de masse qui découle du baby-boom, mais toujours est-il qu'auparavant, on passait directement de l'enfance à l'âge adulte, alors qu'à compter des années 50, on découvre que finalement, il y a tout un segment de la population à qui on peut offrir une mode, une culture, des films, une identité. Et finalement, il y a toute une nouvelle manière d'être qui s'invente à partir de ce moment-là. Et peut-être la figure la plus emblématique de cette invention de l'adolescence est James Dean avec son fameux film Rebel Without a Cause, qui est intéressant parce que la dynamique du rebelle réapparaît. C'est une rébellion qui, finalement, s'oppose à quelque chose, comme dans le sens premier du terme. On s'oppose à l'autorité parentale, on s'oppose, finalement, aux normes sociales en général, mais on n'a rien véritablement à opposer, sinon son insatisfaction, et donc le rebelle se fait sans cause. Les trois pôles dont je viens de vous parler jusqu'à présent, donc finalement le pôle géopolitique, le pôle des avant-gardes esthétiques et le pôle adolescent, tout ça tend à converger dans les années 60 et 70 avec l'invention du rock et de la culture pop, où vraiment la rage adolescente qui déjà avait commencé à éclore dans les années 50 s'enrichit finalement avec un contexte de création artistique. C'est vraiment l'invention d'une nouvelle forme de musique, c'est l'invention de nouvelles formes de mode, etc. Auquel s'ajoute aussi finalement une dimension politique et militante très forte. Et j'ai l'impression que, justement, au tournant des années 60 et 70, se crée finalement une dimension tridimensionnelle du rebelle, qui est dès lors à la fois poétique, artistique, mais aussi qui comporte une bonne part de simple rage adolescente. Et ça me paraît symptomatique, justement, que deux grandes icônes des années 60 puissent être, par exemple, Keith Richards et Che Guevara, qui sont tout à fait dissemblables, mais qui, dans notre imaginaire, finalement, fonctionnent tout à fait, c'est-à-dire peuvent cohabiter. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Aujourd'hui, ce qui complique un peu les choses, c'est que, finalement, il semble y avoir une certaine usure des trois pôles que je viens d'identifier, des trois pôles historiques. C'est-à-dire, d'une part, du point de vue des avant-gardes esthétiques, on est passé dans une ère que beaucoup qualifient de postmoderne, une ère où on a l'impression que tout a déjà été fait, tout a déjà été dit. On est totalement dans une époque de remake, de remix. Et donc, l'idée même de rébellion, c'est-à-dire d'imposer quelque chose de neuf pour tasser l'ancien, s'estompe dans la mesure où, au contraire, on fait du neuf en recyclant l'ancien. Donc, il y a eu un certain glissement qui a eu lieu. D'autre part, il y a eu, malheureusement, une immense institutionnalisation de la culture rock, de la contre-culture de masse des années 60 et 70. Blague facile, mais bon, les deux membres survivants des Who persistent à monter sur scène pour, contre toute logique, chanter encore « I hope I die before I get old ». Manifestement, il y a quelque chose ici qui ne marche plus du tout. Et enfin, de manière finalement un peu plus triste, on est tranquillement passé, à partir des années 80, d'un modèle de société basé sur le politique à un modèle de société basé sur l'économique, et donc finalement où les débats d'idées ont de moins en moins de place, et finalement où l'organisation même des sociétés repose davantage sur des principes de gestion. Et donc là encore, c'est un autre pôle de la rébellion qui semble finalement se décaler ou se diluer. Ceci explique peut-être, d'une part, pourquoi l'idée même de rebelle peut se diluer, c'est-à-dire les pôles sur lesquels elle s'appuyait sont moins forts, ou si des fois certaines idées de la rébellion s'appuient sur seulement un ou deux des pôles et non pas sur les trois. Mais ça explique aussi probablement pourquoi ce qui reste finalement comme manifestation de rébellion tend finalement à devenir de plus en plus virulent, et à preuve, justement, toutes les manifestations altermondialistes qu'on voit régulièrement, de Seattle à aujourd'hui, qui régulièrement tournent mal, justement, comme si, pour être encore rebelle, il fallait verser dans une forme de surenchère. Cela dit, je dirais, comme finalement l'a montré l'exemple du printemps étudiant, que
les mouvements de rébellion qui marchent encore bien aujourd'hui sont ceux qui reposent véritablement sur les 3 pôles que j'ai identifiés. Et justement, le mouvement étudiant avait ce génie de reposer tout d'abord sur une cause sociale tout à fait fondée, ensuite de s'appuyer sur toute une série de manifestations créatrices et esthétiques qui ont contribué à lui donner une part de lyrisme, mais aussi à conserver une certaine provoque adolescente qui justement faisait sourire et en même temps qui attirait l'attention. Mais bon, par-delà cet exemple ponctuel, la question se pose tout de même, est-ce qu'on peut encore être rebelle aujourd'hui? Ce qui peut poser problème par rapport à ceci, c'est qu'être rebelle implique, finalement, par définition, une certaine extériorité. On est contre quelque chose, comme le rappelle mon titre. Or, on dirait que dans le monde contemporain, c'est de plus en plus difficile d'être complètement extérieur au système, d'être vraiment à l'encontre de quelque chose. Si on regarde finalement les mouvements militants de masse qui ont eu lieu ces dernières années, il y aurait finalement ceux qu'on peut appeler des inclus, c'est-à-dire toute la grogne de la classe moyenne qui commence à se manifester de plus en plus. Et finalement, ces gens, que font-ils lorsqu'ils veulent exprimer leur mécontentement? Ils n'ont rien de plus pressé que d'essayer de s'accaparer les réseaux sociaux et les médias traditionnels. Et donc, il ne s'agit pas d'être à l'extérieur de quelque chose, de renverser quelque chose. Au contraire, on essaie finalement de l'investir de l'intérieur. Et ce n'est pas pour rien que le mot d'ordre contemporain est « occupy ». Et donc, finalement, ce n'est pas pareil que d'occuper ou de se rebeller contre. Et il y a ici un glissement intéressant. Et même, finalement, ceux que j'appellerais les exclus, par exemple, donc ceux vraiment qui ne participent pas du tout au système, par exemple les gamins des banlieues européennes, dès qu'ils veulent finalement faire valoir leur frustration, que font-ils? Ils incendient systématiquement des voitures, un geste qui ne sert absolument à rien, si ce n'est à passer au journal télévisé et donc montrer aux bourgeois qui, sinon, les ignorent, voilà, je t'emmerde, j'existe. Et donc, il y a cette espèce de glissement où être rebelle, en tout cas des exemples que je viens de vous donner, semble maintenant découler surtout d'une volonté d'exister, d'être pris en compte, de se donner à voir. Ce qui pose finalement une question encore plus pointue, qui s'adresse finalement à vous et moi. En effet, je regarde tout le monde ici, tout le monde est à peu près bien habillé, tout le monde a l'air bien nourri, quoiqu'il y a eu des beignes au sirop d'érable. Vous avez des gadgets électroniques et surtout, finalement, on fait ceci de bon matin parce que tout le monde doit aller travailler. Donc, j'en déduis que vous, comme moi, finalement, on n'est pas en train d'habiter dans un squat ou dans une commune autogérée. Au contraire, on travaille, on est finalement pleinement intégré à la société, à une forme de système. En même temps, vous êtes ici, ce qui signifie que, finalement, la question du rebelle vous intéresse néanmoins. Donc, se pose tout bêtement la question, comment peut-on être un rebelle intégré? Et finalement, je m'inclus là-dedans. Hein. Je suis professeur d'université, je payais avec l'argent public pour enseigner de la littérature nihiliste. Comme rebelle intégré, je veux dire, on fait difficilement mieux. Mais la question se pose quand même, justement, parce que lorsqu'on est un rebelle intégré, et donc qu'on n'est pas contre, finalement, le système dans la mesure où on en fait partie, mais contre quoi est-ce qu'on s'insurge exactement? À la suite de tout ce que je viens de dire, je pose cette hypothèse qui est en même temps une sorte de retour à mon titre, être contre. Je poserais l'hypothèse que, dans le contexte de la rébellion intégrée, finalement, être rebelle, c'est avant tout vouloir se distinguer. C'est vouloir être pris en compte. Un peu comme, justement, les gamins qui brûlent des voitures, un peu comme, finalement, le mouvement Occupy qui veut vraiment se faire voir des politiciens et des banquiers. Être un rebelle intégré, de point de vue singulier, c'est vouloir se distinguer. Ce n'est pas pour autant un geste creux, c'est-à-dire, oui, il y a peut-être comme un fond adolescent qui se manifeste là-dedans, qui, justement, informe le geste au début, donc un de mes pôles, mais c'est quand même un geste esthétique aussi, c'est-à-dire que pour se distinguer, on se réinvente visuellement, dans son expression, dans sa manière d'être. Mais c'est en même temps aussi un geste politique, parce que justement, ce faisant, en essayant d'être différent, on remet implicitement en question une norme sociale, une manière d'être. Mais il n'empêche qu'il y a un paradoxe qui découle de tout ceci. Un rebelle intégré se bat contre qui? Contre quoi est-ce qu'il est? Et la réponse est qu'en fait,
d'une façon indirecte, il en vient à s'insurger contre lui-même. Pourquoi? Parce que finalement, il s'insurge contre une norme que finalement lui-même contribue à mettre en place. Lorsqu'on travaille dans une institution, dans une boîte, dans une école, peu importe, pour finalement ne pas être congédié au bout de 2h30, évidemment, on s'astreint à certaines manières de faire. Ces manières de faire peuvent finir par nous brimer et donc on s'insurge, on essaie de faire autre chose, mais c'est quand même un système qu'on a soi-même reconduit. Et donc, il y a ce paradoxe finalement où, lorsqu'on est finalement dans cette posture du rebelle intégré, l'ennemi est intérieur et donc on cherche à se singulariser dans un monde qu'on a soi-même contribué à créer. Et donc, en découle finalement un certain paradoxe qui est celui du combat contre soi. La plupart d'entre nous, finalement, vivons ceci par le biais d'une série de compromis. Les derniers Creative Mornings m'ont frappé par une certaine idée récurrente. Par exemple, Sylvain Carle, qui disait qu'il aimait beaucoup du fait de travailler chez Twitter, que finalement, un certain nombre de jours étaient réservés à la pure innovation. Mais il a fini par avouer qu'il est venu un moment où il ne pouvait même plus en profiter parce qu'il avait trop de dossiers à gérer. Aussi, Ghislain Poirier, le DJ, disait que finalement, ce qui l'intéressait, c'était se consacrer à la musique, mais que pour ce faire, il devait finalement s'astreindre à toutes sortes d'activités de promotion qui, justement, au contraire, l'empêchaient de faire autant de musique qu'il l'aurait souhaité. Et je veux dire, tout le monde ici a sûrement vécu ce type de situation. Et donc, on se trouve, lorsqu'on est dans cette posture du rebelle intégré, ou en tout cas, sans forcément l'être pleinement, mais lorsqu'on a certains réflexes qui mènent en ce sens, où finalement, on essaie de se ménager un espace de liberté, mais pour se ménager son espace de liberté, on accepte finalement de participer à la norme par ailleurs, et finalement, après, tout est une question de négocier un équilibre entre justement ce qu'on accepte de faire et finalement la part de liberté qu'on se maintient pour soi. Et évidemment, le danger, comme l'ont montré les propos de Sylvain et de Ghislain, est justement qu'il y a un moment où, des fois, finalement, le compromis peut venir à prendre le dessus sur le reste. J'aimerais toutefois vous montrer aujourd'hui en quoi, justement, un compromis de ce type peut, s'il est bien géré, s'avérer extrêmement fécond et utile justement pour se garder une part de singularité dans un monde qui justement tend à interdire tout ceci. Permettez-moi donc de revenir un peu sur mon expérience personnelle, ce qui est une chose qui se fait d'ailleurs généralement, je crois, dans les Creative Mornings. Comme Francis l'a dit, j'ai eu un parcours un peu bigarré. C'est-à-dire que quand j'étais adolescent, comme Obélix dans la potion magique, moi, je suis tombé dans le punk rock. Et c'est vraiment quelque chose qui a informé ma vie depuis. À partir de, je sais pas, vers 18-19 ans, j'ai commencé à jouer dans différents groupes de punk rock, dont un, Banlieue Rouge, qui a particulièrement bien marché. Et donc, j'ai été vraiment intégré dans la contre-culture organisée, donc la culture vraiment militante, ici et en Europe. On a participé vraiment à des réseaux à la fois de rock alternatif et de politique militante, etc. Donc, j'ai très bien connu tout ce monde de l'intérieur. Mais en même temps, parallèlement à Banlieue Rouge, les autres membres du groupe et moi, on était tous soit aux études, soit finalement, on avait des vrais métiers, pas simplement travailler chez McDo pour financer le tout. Ça pouvait paraître, d'une part, comme vouloir à tout prix se ménager une porte de sortie, ne pas vivre entièrement l'aventure rock, comme s'il fallait automatiquement finir comme Janis Joplin ou John Bonham pour être authentique. Mais avec le recul, je dirais qu'au contraire, c'est ce qui nous a permis d'être intègres. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir plus d'une corde à notre arc a fait en sorte qu'on n'a jamais eu la tentation de faire un single rock FM pour éventuellement gagner des sous et assurer nos vieux jours. Pareillement, lorsque on a cessé de s'entendre, on a tout simplement splitté le groupe. On n'a pas eu finalement cette idée de continuer malgré tout parce qu'on est dans quelque chose qui vaut la peine d'être perpétué. Et donc, en fait, avoir une autre activité, en plus d'un groupe anarchiste, rebelle, nous a permis de véritablement intégrer, de vraiment incarner finalement les principes mêmes du groupe. Et c'est quelque chose que je fais encore un peu aujourd'hui, parce que bon, les études, je les ai continuées. Je suis désormais professeur de littérature à l'Université Concordia. Mais justement,
ce qui me reste finalement de mon héritage punk me permet là encore d'avoir une certaine distance par rapport au milieu littéraire. Évidemment, je passe le plus clair de mon temps à donner des cours de littérature, à donner des conférences sur la littérature, à publier finalement des textes critiques sur la littérature. Mais en même temps, il y a une part finalement de culture punk qui me permet de garder une distance. Déjà, les auteurs qui m'intéressent, des gens comme Céline, comme Cioran, comme Beckett, évidemment, ont tous une certaine négativité qui vient probablement de ma fascination première pour le Destroy. Mais surtout, je me garde toujours comme plaisir, dans le cadre de mes activités universitaires, de faire des choses justement sur le punk rock et sur la culture punk. Pour moi, c'est une revanche tardive dans la mesure où, quand j'étais au bac, des fois, finalement, certains vendredis, je disais à mes profs, oui, mais je ne pourrais pas être au cours cette semaine parce que je dois donner un concert rock. Et finalement, on me regardait de haut en me méprisant complètement. Qui es-tu? Et finalement, 20 ans après, au contraire, je suis prof d'université et finalement, j'écris des articles universitaires sur le punk rock. Donc, petite revanche tardive. Mais en même temps, ce qui me plaît dans tout ça, c'est que ça m'empêche d'être complètement dans le milieu littéraire. Ça me garde finalement une certaine porte de sortie. Mais il n'empêche que ce compromis, comme tout compromis, finalement, a fini par s'user un peu et j'ai eu envie quand même de pousser un peu plus loin. Et donc, si je vous parle comme ça de la question du rebelle intégré, c'est parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a accroché ces dernières années. Et j'ai essayé de réfléchir justement à mes racines punk pour comprendre finalement d'où je venais et ce que ça pouvait me donner encore aujourd'hui. Pour moi, le punk, le mouvement punk, a ceci de fascinant que c'est peut-être l'une des dernières grandes avant-gardes du 20e siècle. Comme c'est vraiment quelque chose qui, à la fois, essaie d'exacerber et d'autodétruire la culture pop des années 60 et 70 de l'intérieur, sans en reprendre fatalement toutes les qualités. Et donc, finalement, j'ai eu, me semble-t-il, ce privilège, dès l'adolescence, donc, de me plonger dans quelque chose qui était extrêmement riche et qui m'a donné, finalement, des bons réflexes pour la suite. Mais en même temps, la culture punk est extrêmement schizophrène, pour ceux qui la connaissent. C'est que, dans sa variante anglaise, du moins, elle est fondée sur deux groupes, les Sex Pistols et les Clash. Qu'est-ce que c'est que les Sex Pistols? C'est une bande de jeunes crétins qui ne savent pas jouer, qui crachent sur leur public, qui provoquent à tout va, qui insultent tout le monde, qui portent des croix gammées et qui finissent finalement en partie dans l'héroïne et même accusés de meurtre. Donc, les Sex Pistols, d'une certaine manière, c'est quelque chose qui a complètement dynamité le milieu du rock, mais en même temps, c'est une catastrophe ambulante. Donc, il y a ce premier versant du punk, qui est le versant un peu nihiliste, destroy, gratuit, qui vient de ce groupe. Mais les punks anglais eux-mêmes se sont très rapidement rendus compte que ceci menait tout droit à l'impasse. Et le deuxième grand groupe fondateur, c'est les Clash, qui eux, tout de suite, ont compris que jouer avec des signes politiques comme les croix gammées était une erreur complète. Au contraire, les Clash se sont rattachés au mouvement d'extrême gauche, aux syndicats, aux partis politiques, ont commencé à investir Rock Against Racism et finalement ont essayé de faire un punk basé sur une conscience sociale. Et c'est l'autre versant du punk qui existe encore aujourd'hui. Et donc, le punk a ceci de schizophrène où il est à la fois complètement gratuit, délinquant, et à la fois, finalement, une variante contemporaine de l'extrême gauche. Deux choses qui sont complètement antithétiques en soi, conceptuellement, mais finalement, qui ont informé le mouvement depuis le début. Moi-même, finalement, même si je suis déjà passablement âgé, je suis trop jeune pour être un contemporain des Pistols et des Clash. Mais finalement, en grandissant dans les années 80, on écoutait, mes amis et moi, les Dead Kennedys ou Bérurier Noir, qui justement poursuivaient exactement cette lignée, souvent en l'intériorisant même, c'est-à-dire Bérurier Noir va à la fois nous donner un cours extrêmement réfléchi d'histoire politique, tout en nous enjoignant d'aller brûler des poubelles. De même, les Dead Kennedys vont finalement s'insurger contre le confort et l'indifférence de l'Amérique du Nord, tout en nous poussant à aller voler le courrier des gens, par exemple. Donc, il y a vraiment cette espèce de paradoxe de base qui est dans le punk, le tout finalement allié d'une certaine créativité, où finalement on avait des looks impossibles, et surtout, le tout se faisait sous une forme musicale qui demeurait quand même accessible et qui nous a poussé à nous-mêmes finalement monter nos propres groupes assez rapidement pour un peu suivre leur exemple. Mais donc, tout ceci pour vous dire que, en revenant un peu sur ce qui m'informait, je me suis rendu compte que finalement j'émanais d'une curieuse dynamique qui reposait sur une part de rébellion gratuite. Et donc, finalement, quand on était gamin, on a amplement versé dans le vandalisme, la provocation, la petite délinquance, toute une série de bêtises, mais en même temps qui reposait aussi sur une culture constructive, c'est-à-dire qui reposait sur des racines artistiques, politiques, militantes.
Et aujourd'hui, qu'en reste-t-il? Et c'est là un peu le paradoxe auquel je me suis rendu compte que je faisais face, c'est que tout le versant, justement, un peu gratuit, négatif, avait eu tendance à s'estomper, alors que le versant positif, c'est-à-dire tout ce qui était culturel, politique, était resté et, entre autres, informait ce que je faisais à l'université. Mais il n'empêche que j'avais l'impression que j'avais peut-être un peu trop perdu de ce côté débile, délinquant, gratuit, et donc je me suis donné pour mission de m'y replonger. Et donc, pour faire un clin d'œil à Véronique Grenier, j'ai essayé de retrouver mon adolescent intérieur. Rassurez-vous, je ne suis pas allé casser les fenêtres de mes voisins, mais par contre, je me suis lancé dans un projet d'ordre créatif, esthétique, où j'ai essayé, par le biais finalement d'un retour sur moi-même, de retrouver les sensations fortes que me donnaient finalement tous mes actes de petite délinquance quand j'étais gamin. Les courses-poursuites, lorsque finalement on avait fait une bêtise et que soit des voisins, soit des policiers, soit des gardiens de sécurité nous couraient après. Le plaisir que donne malgré tout le fait de fracasser quelque chose, un plaisir qu'on peut tous prendre encore aujourd'hui, même si finalement on n'ose plus forcément le faire. Et donc, essayer de retrouver toutes ces sensations fortes, mais en même temps, pas uniquement les livrer en elles-mêmes, mais les interroger justement du point de vue de ma conscience actuelle, forcément vieillie, un peu plus sage, plus distanciée, plus critique. Et le but de tout ceci était finalement d'essayer de renouer avec une forme de rébellion, mais vraiment positive. Donc, essayer de convertir la dynamique destroy négative en une espèce de catalyseur positif. Ça a donné donc un petit roman expérimental intitulé « Faire violence », où justement, je n'ai pas cherché à faire un essai réfléchi comme j'en fais dans mon travail d'université. Je n'ai pas non plus cherché à faire de la grande littérature parce que ça ne convenait pas au sujet traité. Au contraire, j'ai essayé d'écrire avec la même urgence qu'on pouvait avoir à l'époque lorsqu'on composait des petites chansons punk de 3 minutes. C'est un roman, comme l'indique le titre, « Faire violence », comme le rappelle le titre de ma communication, « Être contre », qui a pour particularité d'être écrit au complet à l'infinitif, c'est-à-dire avec des verbes non conjugués. Pourquoi? Parce que pour moi, ça donne un effet d'immersion. Tout le roman peut se résumer à des structures du genre sortir, errer, cibler, détruire, fuir, recommencer. Bon, c'est plus détaillé que ça, mais l'idée est de plonger le lecteur dans l'action en cours, un peu comme ce qu'on appelle les first-person shooter video games, où justement on voit vraiment l'action en cours du point de vue du supposé personnage. En même temps, ce qui m'intéresse dans cette approche, c'est que justement le sujet dès lors est indéfini et flou, c'est-à-dire le sujet peut devenir n'importe qui, et c'est vraiment les actions en soi qui comptent. Les lieux détruits sont d'ailleurs tout aussi flous. Donc, un peu comme dans mon titre « Être contre », ce que je voulais, c'était vraiment mettre l'accent sur cette dynamique de rébellion elle-même. Et donc, c'était essayer de redégager cette espèce de mouvement oppositionnel de base. Mais en même temps, l'infinitif aussi, qui est un verbe non conjugué, c'est pas une action qui est au passé, au présent ou au futur. C'est une action qui, finalement, est là en suspens et qui, finalement, attend, qui, finalement, veut en lisant, s'y replonger. Donc, qu'est-ce que ça donne? Je vais vous donner un petit exemple parce que je suis conscient que, tel que décrit, ça peut paraître un peu flou. Donc, voici un passage qui se nomme « Éblouir ». Avenue déserte, aménagement paysager élégant, présence régulière, symétrique, de carrés de verdure, de bacs à fleurs, d'arbres, de bancs et de poubelles publiques. Les enflammer systématiquement sur son passage. Joie de voir le feu jaillir. Satisfaction perverse de les voir brûler dans la nuit. Rangée de paniers flambeaux. Aide d'honneur pour un conquérant invisible. Mince ligne de fumée noire très dense qui monte droit au ciel. Odeur désagréable d'incendie chimique. Certaines structures de bois s'embrassent à leur tour. Crépitement malsain dans le silence et les ténèbres. Fascination profonde, collective pour les flammes, pour les esprits qui dorment en elles, pour les forces ataviques qu'elles semblent convoquer, concentrer, libérer. Les contempler, s'y perdre. À l'horizon, les premiers foyers se consument déjà, teinte orangée du brasier qui se mue en incandescence écarlate, mais la braise n'est pas extinction, elle clignote, respire, ne fait que concentrer la combustion. Donc, c'est, comme vous pouvez voir, une espèce de
recréation, de reconstitution de l'acte tout à fait banal, finalement, de brûler des poubelles parce qu'on s'ennuie, parce qu'on n'a rien à faire. Tout le livre est constitué, finalement, de gestes tout aussi gratuits, tout aussi insignifiants, mais qui, finalement, pour qui a déjà pu les commettre, sont quand même quelque chose qui donne une sensation d'existence, des sensations fortes, et c'est vraiment ce que j'ai essayé de recréer ici. En même temps, cette idée, si j'insiste à la fin sur la braise qui continue à dormir, même si une fois qu'on a tout incendié, c'est évidemment une certaine métaphore de la démarche plus profonde du livre, qui est justement non pas de glorifier finalement tout ce type d'actions délinquantes, mais au contraire d'essayer de s'y replonger pour les comprendre et éventuellement en tirer quelque chose. Et donc, finalement, le livre comporte aussi des passages plus essayistiques, plus réflexifs, où justement, on prend une distance par rapport aux événements narrés, on essaie de réfléchir à leur signification et à ce qu'ils peuvent donner aujourd'hui. Donc évidemment, tout ceci est d'une part parce que c'était le but que je m'étais moi-même fixé, mais aussi pour éviter que finalement ce petit livre devienne une sorte de mode d'emploi du délinquant. Il fallait qu'il y ait quelque chose pour contrebalancer finalement le côté purement nihiliste. Et donc, je vous lis un tout petit passage qui justement fait écho à ce que je viens de vous dire sur les poubelles. Là, c'est vraiment le narrateur qui finalement se parle à lui-même pour essayer de se décrire le projet qu'il se donne. Revenir sur soi, non pas pour reproduire ou émuler ce qu'on aura été, tâche stérile et mortifère, mais pour touiller les braises de ce qu'on a ressenti ou vécu, dans l'espoir de tirer de cette incandescence la force et l'énergie d'évoluer, d'éviter le surplace. Ne pas se renier ni se répéter, s'accompagner plutôt de ces incarnations du passé, source virtuelle de dynamisme pour la suite de son parcours. Et donc, voilà ce que j'ai essayé de faire, c'est-à-dire de touiller les braises qui restaient finalement de ma délinquance passée pour essayer de voir ce que je pouvais en tirer aujourd'hui. Quelle est la morale de l'histoire, me direz-vous? Pour l'instant, je vous dirais que je n'ai pas de conclusion forte à vous apporter. Justement, avoir complété ce premier livre m'a poussé à vouloir en produire un second. Cette fois autour finalement de mes expériences musicales, qui sont pour moi le versant positif de toute cette culture destroy, où justement, en créant une musique elle-même radicale et violente, on a réussi à subsumer de manière créative et esthétique certaines de ces pulsions. Et donc, peut-être que lorsque j'aurai achevé ce diptyque, j'aurai quand même des réponses un peu plus claires à vous donner. Cela dit, puisque vous avez eu la gentillesse de m'écouter, je peux quand même isoler quelques grands principes au sujet de la rébellion et de la rébellion intégrée qui se sont imposés finalement à moi, à la fois en préparant Faire violence et en préparant finalement ma petite présentation de ce matin. Donc, d'une part, ce sur quoi j'aimerais insister, c'est que si justement on se sent un peu à l'étroit, si on veut finalement se rébeller d'une façon constructive alors qu'on est intégré dans quelque chose, je crois que la meilleure manière de le faire, c'est de jouer sur la multiplicité des horizons et des possibles. À défaut d'une réelle extériorité par rapport à un système, on peut au moins finalement chevaucher plusieurs milieux, chevaucher finalement plusieurs pratiques, et finalement, dans l'entre-deux finalement de leur chevauchement, on peut se poser soi-même et dès lors essayer de se créer de manière un peu plus singulière. Et donc, si par exemple, pour prendre mon exemple, certains aspects du punk rock me déplaisent, c'est pas grave parce que j'ai le côté universitaire qui me permet de compenser. Et pareillement, justement, si l'université m'ennuie, eh bien, je peux me replonger un peu dans le punk rock pour m'en extirper. Et finalement, plus on ajoute finalement de strates et de dimensions, plus c'est facile justement de compenser les défauts d'un milieu par les qualités d'un autre. Et donc, l'idée, c'est, à défaut de vraiment être capable de faire un pas en arrière et d'être vraiment à l'extérieur, d'être vraiment contre, on peut au moins se créer soi-même dans un entre-deux qu'on a reconstitué finalement par la multiplicité de ses intérêts. L'idée, bien sûr, n'est pas simplement de trouver refuge, de se cacher, mais au contraire, d'aller de l'avant, de se fortifier finalement avec tout ce qu'on sera allé glaner comme ça, à gauche et à droite. Évidemment, l'idée est bien évidemment d'aller de l'avant, parce que, justement, ce que je viens de vous donner est ici une sorte de recette personnelle d'empowerment, mais il faut que ça dépasse finalement la simple conscience personnelle, parce que sinon, c'est simplement contribuer de manière un peu détournée à l'individualisme, au narcissisme, et Dieu sait qu'il y en a finalement suffisamment dans la société d'aujourd'hui. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer de se constituer soi-même de manière un peu différente, originale, plus forte,
pour justement, par la suite, investir un contexte plus vaste et toujours essayer finalement de faire avancer les choses d'une manière ou d'une autre. Ce qui finalement me ramène à ma définition finalement un peu ouverte du rebelle. Le rebelle est celui qui vaut avant tout par opposition, être contre, celui qui s'oppose. Mais j'ai quand même ici rajouté un peu un sujet à cette locution. C'est un sujet évidemment qui va changer chaque fois parce que c'est celui qui va être contre. Mais justement, il ne doit pas se définir par son opposition, il doit se définir par la substance qu'il va trouver en lui pour nourrir cette opposition. Donc c'est ça cette idée des entre-deux, de se recréer une extériorité. C'est vraiment l'idée d'avoir quelque chose à opposer à ce dont on veut se distancier. Et donc, de ce point de vue, être rebelle, c'est trouver finalement en soi la force de faire un peu bouger les choses. Et donc, être rebelle, c'est en quelque sorte un mouvement continuel, un work in progress. La chose qu'il faut vraiment, que je tiens à souligner, c'est qu'il ne faut absolument pas se figer dans des oppositions fermées. Pourquoi? Parce que dans un simple point de vue logique, ce à quoi on s'oppose nous définit par défaut, à moins qu'on ait quelque chose à y opposer. Donc si, par exemple, je dis « je suis contre le capitalisme », mais je n'ai rien de plus à dire, eh bien, ma définition, ça sera être contre le capitalisme. Si je dis je suis contre la police, mais que je n'ai rien véritablement à opposer, ben, la police me définit quand même malgré moi parce que j'aurais été contre la police. Et donc, il faut faire très attention lorsqu'on est contre, justement, d'avoir quelque chose à opposer parce que sinon, c'est simplement l'acte d'être contre qui nous définit. Et pareillement, les oppositions fermées contraignent à une forme d'immobilisme parce que si je dis je suis contre la société, mais que la société demeure telle qu'elle va, eh bien, moi non plus, finalement, je n'évoluerai pas. Je resterai finalement tout aussi figé. Et aussi, finalement, comme malheureusement je le vois parfois autour de moi, une opposition fermée peut devenir une œillère, c'est-à-dire on tombe finalement dans une idée un peu monomaniaque où finalement on s'oppose à telle chose et on ne voit plus forcément ce qui se passe autour de soi. Et donc, je pourrais, après avoir ajouté le sujet qui est finalement celui qu'on se constitue en ayant puisé dans ses ressources intérieures, on peut aussi ajouter un certain complément ouvert. Être contre, en fait, ce serait peut-être avant tout, du moins pour des gens comme finalement vous et moi, qui finalement sont dans cette position un peu paradoxale du rebelle intégré. Être contre, ça serait être contre l'inertie. Et finalement, donc, faire bouger les choses, aller de l'avant. Et être contre l'inertie, finalement, ça mène à des injonctions finales sous forme, là encore, je reviens à mes lubies, sous forme de verbe à l'infinitif. Et donc, ça serait agir, intervenir ou, dans mon cas, écrire, parler. Merci.